On va commencer notre cours, on va parler très fort parce que comme il y a un événement dehors, donc il y a énormément de bruit et ce sont des voix de femmes, c'est évident. Et on est donc dans le cours du lundi qui sera d'abord à la mémoire de monsieur et de madame Caïn, ainsi qu'à la mémoire de Golda Bat Tova, la maman de Jean-Michel, notre ami Rickner. Et on est toujours, d'une certaine manière, lié dans la parasha de la semaine, lié à Pinchas. Et je voudrais revoir avec vous aujourd'hui des notions importantes, brûlantes d'actualité, des notions qu'on a déjà d'une certaine manière touchées. Ne m'en voulez pas et ne pensez pas, ouais, on a déjà entendu, etc. Parce que je vous préviens d'avance, celui qui dira « j'ai déjà entendu » ne mérite pas d'être assis ici aujourd'hui. Parce qu'il n'y a pas de « j'ai déjà entendu » dans la Torah. Ça n'existe pas. Ça fait des millénaires qu'on relit la Torah toujours du début au commencement. Et quel est celui qui dit « je connais déjà » Non, parce qu'à chaque fois qu'on réétudie même les mêmes notions, c'est la preuve que la Torah est infinie, parce que c'est impossible de les comprendre de la même manière. Donc même si ce sont des notions dont j'ai déjà parlé, il est clair qu'entre-temps, on a vieilli de quelques semaines, le monde a changé, notre conscience et notre intelligence a bougé, donc forcément, on va comprendre de nouvelles choses qu'on n'avait pas compris dans les précédents cours. Je reviendrai sur une notion qui est très importante. Nos maîtres nous disent, Pinchas, puisqu'on parle de lui encore dans notre paracha, c'est lui qui va tuer Bilham dans notre paracha, Pinchas ou Eliyahu. Pinchas, c'est Eliyahu. Ça veut dire que le fameux Eliyahu qui va venir juste avant la délivrance finale pour préparer notre monde à la délivrance finale. On a déjà bien sûr parlé de cette notion-là sous différents aspects, mais quoi qu'il en soit, nos maîtres disent Pinchas ou Eliyahu. Et j'ai déjà fait remarquer ce que nos maîtres font remarquer, d'après le sens simple et premier, c'est-à-dire que l'âme de Pinchas va revenir et se réincarner, ce qu'on appelle en hébreu le Gilgul, va se réincarner dans le personnage d'Eliyahu Hanavi qui est l'annonciateur et le préparateur de la délivrance finale. Or, nos maîtres nous font remarquer que jamais, quand on parle d'un Gilgul, on ne dit pas que le premier va être dans le prochain. On dit que le dernier est un Gilgul du précédent. Voilà. Je suis le fils de mon père. Ah, évidemment, mon père est mon père, mais comme je suis venu après lui, donc je suis le fils de mon père. Donc on aurait dû dire, et c'est comme ça d'ailleurs que nos maîtres nous disent à chaque fois qu'on parle d'un Gilgul, on aurait dû dire Eliyahu ou Pinchas. Eliyahu, c'est l'âme de Pinchas qui est revenue en lui. Alors pourquoi ici il y a un changement unique qu'on ne retrouve nulle part pour tous les autres Gilgulim, et on nous dit Pinchas ou Eliyahu? Alors, l'une des réponses qui est donnée par nos maîtres est la suivante, c'est pour nous faire comprendre que tous les événements qui concernent Pinchas sont une allusion aux événements que vivra Eliyahu avant la délivrance finale. Ça veut dire que l'histoire de Pinchas, et bien sûr, il nous faudrait un peu plus que l'infinité pour faire le tour, mais l'histoire de Pinchas est une allusion à ce que les dernières générations avant la délivrance vivront avant la délivrance, et Pinchas, où son esprit sera là pour essayer justement de lutter contre tous ces événements dont ce qu'a traversé Pinchas est une allusion. Pas une illusion, une allusion. Et donc c'est quelque chose de très important. Maintenant, pourquoi on dit Pinchas ou Eliyahu? C'est-à-dire que si tu comprends bien ce à quoi a été confronté Pinchas, tu comprendras ce à quoi sera confronté Eliyahu, ce à quoi sera confrontée la génération avant la délivrance finale. Donc on a déjà trouvé maintenant la raison pour laquelle nos maîtres ont inversé l'ordre. On ne parle pas seulement du Gilgul, parce que dans ce cas-là on aurait dû dire Pinchas et Eliyahu ou Pinchas. On parle des événements qui précéderont la venue du Mashiach, et c'est pour ça qu'on dit l'histoire de Pinchas, c'est une préfiguration à ce que vivra la génération avant la délivrance. Dans notre paracha, l'un des points importants de notre paracha,
c'est que Pinchas a tué Bilham. Dans notre paracha, on voit que Moshe dit à son armée, je veux que vous vous vengiez de ce que les Midianim nous ont fait, puisque les Midianim ont prostitué leur fille, l'histoire de la semaine dernière, Zimri avec Cosbi, et donc ont prostitué leur fille et ont fait tomber des milliers de juifs. Il y a eu 24 000 morts. 24 000 morts, ce qui veut dire donc ça a été quand même un sacré ravage, et donc Moshe décide de punir les Midianim, et Pinchas décide de prendre la tête des armées. Les commentaires font remarquer quelque chose d'évident, mais un Kohen ne se bat pas. Il vient d'être nommé Kohen. Les Kohanim sont chargés de renforcer les soldats d'Israël. C'est pour ça qu'il y avait le Kohen des armées qui, juste avant le combat, renforçait les soldats d'Israël. Mais les Kohanim eux-mêmes ne prennent pas l'épée. C'est-à-dire que dans une guerre qui n'est pas une guerre où il n'y a plus le choix, si les ennemis rentrent l'eau à l'énou dans le pays, c'est évident que tout le monde se bat. Mais dans une guerre où c'est les soldats qui sortent à l'extérieur pour aller se battre pour une raison XY, dans ce cas-là, les Kohanim ne font pas partie de l'armée. Alors, nos maîtres posent la question, mais alors pourquoi Pinchas, non seulement lui aussi va se battre, mais prend la tête des armées, il vient d'être nommé Kohen. Et nos maîtres répondent, il y a différentes réponses, je l'explique après le sens, parce que Pinchas avait un compte à régler, entre autres, avec Bilham. Il avait un compte à régler avec Bilham et il voulait que Bilham tombe de ses mains. Et effectivement, la Torah rapporte que c'est Pinchas, avec son épée, qui a tué Bilham. Alors pourquoi spécialement Pinchas a des comptes à régler avec Bilham? Surtout, d'après l'introduction que j'ai faite, où je dis que tout ce que Pinchas fait est une préfiguration à ce que vivra la génération avant la délivrance finale et le travail que fera Eliaou, pas forcément en tant que personnage physique, mais en tant que l'esprit qui animera la génération pour se préparer à la délivrance finale. Alors mes amis, à partir du moment où nos maîtres nous ont révélé que Pinchas ou Eliaou, eh bien il suffit tout simplement de relire ensemble les 2 derniers versets qui concluent toutes les prophéties d'Israël. Parce que toutes les prophéties d'Israël se terminent par la prophétie de quel prophète? Le prophète Malachi. Et le prophète Malachi qui termine, après lui il n'y aura plus de prophète, c'est le dernier des prophètes d'Israël. La prophétie a commencé, on va dire, avec Moshe, mais disons, même si on ne parle que de la prophétie en Israël même, la prophétie a duré à peu près 1000 et quelques années. Le dernier prophète, un peu plus. Mais le dernier prophète sera Malachi, qui d'ailleurs va vivre à l'époque de la reconstruction du 2e temple. Malachi n'a pas prophétisé à l'époque du 1er temple, il a prophétisé à l'époque du 2e temple, au début de la reconstruction du 2e temple. Et il termine toutes les prophéties en disant « Ine anochi sholeach lachem et Eliyahu anavi. Lifne bo yom Hashem Hagadol ve'anora » premier verset, 2e verset « Ve'eshiv lev avot el avotam, ve'lev avot el bnehem » et se termine sur ces 2 versets toutes les prophéties d'Israël. On peut traduire là, Comment? traduire les 2 phrases. Traduire? À Jérusalem? Malaasot. Vous pouvez parler l'hébreu. And the meaning is... Vous avez une fille en Californie, donc vous devez comprendre l'anglais. Très bien. Ok. Donc, la traduction est... Voilà, j'enverrai, c'est Hachem qui parle à travers le prophète. Voilà, j'enverrai, bien sûr, à la fin des temps, j'enverrai le prophète Eliaou, l'ifné avant le grand jour qui est le jour de la délivrance, à Gadol Ve'anora, le grand et redoutable jour. Et qu'est-ce que fera Eliaou? Quel sera son travail avant la délivrance finale? Ve'eshiv lev avot el bnehem, il ramènera le cœur des pères aux enfants et le cœur des enfants aux pères. Alors d'abord une petite remarque technique.
dans l'hébreu biblique, il n'est pas dit « je ramènerai le cœur du père vers son fils et le cœur du fils vers son père », mais le cœur des pères vers leur fils. Et en hébreu biblique, quand on dit « avot », ça inclut le père et la mère. C'est pour ça que c'est un pluriel. Le mot « av » ne veut pas seulement dire le père, le mot « av » veut dire la cellule familiale, surtout quand c'est au pluriel. « Avot » en hébreu biblique, je ne parle pas en hébreu moderne, mais en hébreu biblique, « avot » signifie la cellule familiale, le père et la mère. De même, « banim » au pluriel signifie aussi le fils et la fille. D'ailleurs, le mot « banim » ne veut pas dire le fils. Qu'est-ce que veut dire « banim » ? C'est quoi la racine du mot « banim » ? Construire. Ce qu'une famille a construit, ses enfants. Donc une fille aussi. Donc, comme le verset est au pluriel, comment il faut vraiment le traduire ? Je ramènerai les parents vers leurs enfants et je ramènerai les enfants vers leurs parents. Et bien sûr, tous les commentaires posent la question que j'ai déjà posée des dizaines de fois, mais aujourd'hui vous allez l'entendre comme pour la première fois. La question est évidente. Si vous lisez toutes les prophéties sur plus de 1000 ans, en passant par les plus grands prophètes, Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel et je ne sais qui, Zacharie, Oshéa, Mihod, jamais, le problème de la famille est mis en évidence par les prophètes. Les prophètes parlent de l'idolâtrie, de la débauche, du vol, de la corruption, mais jamais on voit qu'ils font même une allusion à la cellule familiale. Donc généralement, quand tu termines une œuvre et ça s'appelle une conclusion. Et la conclusion est censée résumer tout ce qui a été dit avant. En quoi le fait que Eliyahu Hanavi va reconstruire la cellule familiale, parce que c'est ça la traduction, on le comprend, je ramènerai les parents vers les enfants et les enfants vers les parents. En quoi le fait que Eliyahu va reconstruire la cellule familiale peut être la conclusion de 1000 ans de prophétie qui ne parlent pas de ce problème-là. Et nos maîtres expliquent entre autres, Shivim Panim la Torah, il y a 70 explications à la Torah, je n'en choisis qu'une. Nos maîtres expliquent, mais parce qu'effectivement, il ne s'agit pas d'une conclusion ici. Puisque le verset dit Ine anochi sholeach lachem et Eliyahu hanavi lifnei yom hagadol ve'hanorai. C'est pas une conclusion. C'est une prédiction. C'est une prophétie. Toutes les prophéties terminent par une prédiction de ce que sera la situation du monde et de notre peuple avant la délivrance finale. Le vrai problème avant la délivrance finale ne sera pas celui auquel ont été confrontés les prophètes. L'idolâtrie, la débauche. Attention, je ne dis pas, et personne ne le dit, qu'il n'y aura pas de débauche et d'idolâtrie. Mais ce n'est pas le vrai problème. Le vrai problème sera la destruction de la famille. Le véritable combat des forces du mal avant la délivrance finale, c'est le combat pour détruire la famille. Qu'il n'y ait plus de famille. Détruire la famille. Voilà. On y est. Donnez-moi une bouée pour pas qu'on coule. On est en plein dedans. Voilà. Destruction de la cellule familiale. Ce combat n'a jamais existé, même chez les goïms. Prenez une bonne famille normande d'il y a 100 ans, le père, la mère, le fils, la fille. Non, normande française, quoi. Bretagne, bretonne. La notion de famille a toujours été, évidemment, je ne parle pas, mais globalement, je veux dire, vous auriez imaginé, je ne sais pas moi, il y a seulement 60 ans, un défilé gay à Paris. Je veux dire, celui qui aurait osé, il était pendu sur la place de la Bastille. Impossible. Impossible. Vous auriez imaginé, il y a seulement 50 ans, non mais je parle d'abord des Français, vous auriez imaginé un maire célébrer un mariage, d'accord, il y a seulement 50 ans, seulement 60 ans. J'ai parlé de la France, mais évidemment, à Jérusalem aussi, évidemment, évidemment, évidemment. C'est pour ça qu'on est en plein dedans, en plein dedans. Mais on va revenir sur cette notion-là.
Et on va comprendre pourquoi. Donc, ici, la Torah nous révèle quelque chose que je suis certain, mes amis. Il y a 50 ans ou 100 ans, même nos maîtres, lorsqu'ils lisaient ce passage-là, avec tout le respect que je leur dois, je suis sûr qu'ils ne le comprenaient pas comme nous on le comprend aujourd'hui. Parce que nous, on le vit. Bon, je ne parle pas des maîtres qui avaient le roi à Kodesh. Mais disons un Talmid Chacham standard, un grand Talmid Chacham, un Rosh Yeshiva, qui lisait ce texte-là il y a 100 ans, je suis sûr qu'il était incapable de l'expliquer. Il restait sur la question que j'ai demandée, mais attends, c'est pas la conclusion des prophéties, ça. Mais nous, aujourd'hui, on est tellement en plein dedans qu'on n'a aucun problème, même si on est un ignorant total, on comprend très bien avec un minimum de traduction juste ce à quoi fait allusion la Torah. Le dernier grand combat du monde, c'est contre les forces destructrices de la cellule familiale. Maintenant, on va comprendre pourquoi Pinchas, qui est Eliaou, si Eliaou, et j'ai encore rien expliqué, on avance doucement, si Pinchas est Eliaou, ce qui veut dire que, en vérité, Eliaou, son vrai combat, c'est de reconstruire la cellule familiale. C'est très intéressant, il y a quelques jours, il y a certains rabbanim, le Rosh Yeshiva de la Yeshiva Haramor, le Rav Tov, avec le Rav Aviner aussi, et d'autres, qui ont décidé de créer un mouvement pour sauver la famille en Israël. Et comme par hasard dans cette paracha-là, dans ma rue, il y a déjà ils n'ont pas écouté mon cours. Je ne connais pas cette Comme par hasard. C'est quoi ça? Ils viennent de créer un mouvement, ça s'appelle le mouvement Noam, douceur, où tout le but, c'est d'avoir le courage de sortir en guerre contre toutes ces ordures qui veulent détruire la famille juive et la famille mondiale aussi. Comme j'ai déjà expliqué des milliers de fois, d'accord? Et là, bon, c'est une répétition, c'est vrai. Moi, en ce qui me concerne, je me fous royalement des homos, qui fassent ce qu'ils veulent dans leur chambre. Je m'en fous royalement, je ne suis pas un inquisiteur, moi. Je ne suis pas Torquemada. Fais ce que tu veux dans ton lit, je m'en fous. Mais pourquoi tu as besoin de défiler dans les rues? Parce que ce qu'ils veulent, c'est transmettre une idéologie. Et là, je leur dis, allez vous faire foutre. D'accord? Parce que votre idéologie, d'accord, on la met aux toilettes et on tire la chasse. Même si je sais que pour ça, je vais me faire attaquer demain, je m'en fous. L'idéologie, tu veux aller avec ton mec, va dans ton mec. Vas-y, va aux toilettes et va avec lui. Mais qu'est-ce que tu as besoin de défiler dans les rues de Jérusalem? Qu'est-ce que tu as besoin? Parce qu'en vérité, tu veux transmettre une idéologie. Tu veux que ton idéologie, que ta manière d'être devienne une idéologie acceptable par tous. Voilà. Et ça marche très, 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 très fort. Parce que si, quand il y a un défilé gay à Jérusalem, moi j'ose sortir avec un bandeau sur lequel je leur dis « allez vous faire foutre », je risque de passer plusieurs mois en prison. Absolument. Je risque de passer plusieurs mois en prison, c'est sûr. Donc, on nous interdit de lutter contre l'idéologie. Mais bon, on oublie, je reviens maintenant à ce que j'explique. Donc, puisque Pinchas, c'est Eliaou, donc automatiquement, on comprend que le grand combat de Pinchas, c'est de lutter contre la destruction de la famille. On comprend aussi, d'une certaine manière, pourquoi il s'est attaqué à Zimri et Cosbi. Parce qu'il s'attaque au mariage mixte. Finalement, pourquoi il s'attaque? Parce qu'il s'attaque au mariage mixte. Et maintenant, vous allez comprendre d'une manière extraordinaire. Vous savez que si Zimri et Cosbi avaient fait ce qu'ils ont fait, d'accord, dans un petit hôtel pas connu à la sortie d'un aéroport, d'accord, les Ibis, je ne sais pas comment on les appelle, personne ne va là-bas, donc on ne les aurait pas vus. Est-ce que Pinchas avait le droit de les tuer? Non. S'il l'avait fait, c'était un super assassin. Et moi, le premier, j'aurais cassé la figure. Mais attends, et pourquoi? Mais attends, c'est pas bien ce qu'ils ont fait quand même. C'est pas ton problème, on n'est pas des inquisiteurs, nous. Laisse le bon Dieu s'en charger. D'accord? T'es pas le maître du monde. D'accord? T'es pas le maître du monde. Alors pourquoi il aurait rentré dedans? Parce qu'ils l'ont fait en public. Ils ont mis le lit dehors. Oui, messieurs, dames, excusez-moi, c'est pas propre, c'est pas joli. Ils ont mis le lit dehors et il lui est monté dessus, dehors, aux yeux de tous. Qu'est-ce qu'il voulait transmettre, Zimri? Une idéologie. Et là, Pinchas est intervenu, il lui est rentré dedans. D'accord? Tu veux aller avec elle? Va avec elle. Mais fous-nous la paix avec ton truc. Mais tu vas t'exposer, toi, chef de tribu, tu sais que tu vas être écouté et regardé par tous. Tu le fais dehors.
aux yeux de tous, ça non, je te rentre dedans. Pas parce que tu vas avec une non-juive, parce que moi je ne suis pas Torquemada. D'accord? Et puis il y a des non-juifs qui sont très bien, des fois mieux que des juifs. Oh là, je vais me faire descendre pour ce que je viens de dire. D'accord? Je vais me faire massacrer. Donc moi je vais te rentrer dedans? Non. Mais si tu le fais en public, ça veut dire que tu veux transmettre une idéologie, genre il n'y a aucun problème, allez, faites comme moi, détruisez le peuple juif, détruisez la famille, détruisez le couple juif, alors là j'interviens. Donc on voit que dès le départ, Pinchas, ce qui le gêne, c'est pas le fait qu'un juif aille avec une non-juive, c'est le fait qu'il a mis son lit dehors et qu'il veut transmettre un message. Ça c'est ce qui le gêne. Maintenant, on comprend pourquoi Pinchas décide, alors qu'il est Cohen, de prendre la tête des armées. Parce qu'il veut que Bilam tombe dans sa main. Ce qu'il est arrivé à faire. Mes amis, ce cours-là, j'ai déjà fait 10 fois. Mais je sais que, bon, Hachem, comme c'est la Torah, c'est comme si vous l'entendiez pour la première fois. Bilam est le symbole biblique de la destruction de la famille. D'abord, dans son nom. Comment il s'appelle ? Bilam. Bilam. Oui. Je ne vous demande pas comment il s'appelle. Je sais très bien qu'il s'appelle Victor. Mais comment il s'appelle? Bilham, ça je le sais. Comment il s'appelle? Bliam. Nos maîtres disent Bilham, c'est la contraction de Bliam. Celui qui refuse la notion de peuple. Il refuse la notion de peuple. Dites-moi, comment qu'on détruit? Non, des peuples en général. Du peuple. Alors, son plus grand ennemi va être bien sûr le peuple juif, puisque le peuple juif, c'est le seul qui, par excellence, met la famille au-dessus de tout. Voilà. Mais maintenant, il s'appelle Bliam, disent nos maîtres. Il veut détruire les peuples, et donc particulièrement Israël. Et dites-moi, pour détruire un peuple, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on détruit la famille. D'où on l'apprend? D'abord de la Torah. Quand Abraham, j'ai dit 10 fois, quand Abraham a été béni et que Hachem lui dit tu seras une bénédiction pour tous les peuples de la terre, quel est le mot utilisé? Venivrechu becha kol mishpachot ha'adama, seront bénis par toi toutes les familles de la terre. Nos maîtres posent la question. Attends, l'intention est claire, c'est de dire qu'il sera le modèle pour tous les peuples. Donc pourquoi parler de famille? Nos maîtres répondent, parce qu'il n'y a pas de peuple sans famille. Sans famille, il n'y a pas de peuple. La structure microscopique d'un peuple, c'est la famille. S'il n'y a pas de cellule familiale, il n'y a pas de peuple. Qu'est-ce que font maintenant, juste avant la délivrance finale, tous les dirigeants de la terre? Ils s'acharnent à détruire la famille. En France, en Europe, partout, détruire la famille. Ceux qui sont derrière le défilé gay, les présidents de la République, etc. Non, ce n'est pas les mouvements gays. Hein. Non. J'espère qu'ils ne vont pas m'interdire d'aller en France pour ce que je dis. Mais non, c'est pas eux. C'est les dirigeants de tous les États du monde qui ont fait la promotion de toutes ces notions-là, du mariage, etc., etc. Pourquoi les dirigeants du monde entier, je l'ai déjà expliqué, pourquoi les dirigeants du monde entier veulent absolument détruire la famille? Comment on détruit la famille? De deux manières. En disant que finalement une maman est un papa est une maman, en disant que le ventre d'une femme ça peut être une éprouvette, d'accord? En disant que tiens je vais prendre les ovules de cette roumaine là et puis je vais me faire un gosse, d'accord? En disant que moi j'ai pas envie d'un mec à la maison mais c'est pas grave je vais me faire 3 gosses avec une éprouvette, d'accord? Ok? Donc comment qu'on détruit la famille? Je viens de le dire, très bien. Mais allons un petit peu plus loin. Pourquoi il y a un complot politique au niveau des dirigeants de ce monde? Et en vérité, ce n'est pas un complot politique, c'est un complot financier. C'est-à-dire comme on sait très bien que tous les dirigeants du monde sont en vérité des pions dans les mains de quelques dizaines, vingtaines, trentaines de grosses puissances financières, dont bien sûr la puissance pharmaceutique, qui est l'une des plus grandes puissances financières du monde. Et comme je vous ai déjà dit, la puissance pharmaceutique, c'est elle qui tient aussi toute l'industrie alimentaire. Pourquoi? Parce que vous tuez les gens avec les aliments, après ils viennent chez nous pour les médicaments. Très bien. Donc il faut un fric fou. D'accord. Non mais ça, vous pouvez vérifier ce que je dis, hein. C'est pas
Je ne dis jamais rien qui n'est pas vérifiable. Vous pouvez taper dans Google, vous aurez les informations. Donc, ou des livres qui sont sortis sur ce sujet-là, que toutes les grandes familles qui tiennent l'industrie pharmaceutique dans le monde, c'est celles qui tiennent aussi l'industrie alimentaire. C'est pour ça que les aliments sont pourris, pour qu'on puisse après aller chez eux dans les hôpitaux. Maintenant, regardez. En vérité, c'est eux qui tiennent. Pourquoi ils veulent détruire la famille? Pourquoi? On détruit la famille de deux manières. Soit, comme je viens de le dire, en détruisant le concept familial, en décrétant que deux hommes qui se marient sont autant papa et maman qu'un homme et une femme qui se marient. Et si tu oses dire le contraire, tu peux aller en prison aujourd'hui. D'accord? En disant qu'un enfant qui est fait avec les ovules d'une Ukrainienne, c'est autant mon enfant que l'enfant qui est venu naturellement. Et si tu oses dire le contraire, tu peux aller en prison. Très bien, ok. Et une autre manière de détruire la famille ou de détruire les peuples, c'est quoi? C'est l'immigration, comme on en a déjà parlé, d'accord? Tu fais venir tellement d'étrangers, et surtout des étrangers que tu sais que eux refuseront de s'assimiler, parce que leur religion leur refuse de s'assimiler, parce que bon, quand tu fais venir des juifs, eux, allez, au bout de quelques années, 70% d'assimilation. Quand tu fais venir, à notre époque, on a connu notre jeunesse, c'était les Portugais, c'était les Italiens, etc. Aujourd'hui, il n'y a pas plus de Français que l'arrière-petit-fils d'un Portugais qui est venu à l'époque. D'accord. Par contre, ceux d'aujourd'hui, on sait qu'ils ne s'assimileront pas. Bon, il y en a qui s'assimilent, j'exagère, mais globalement, ils ne s'assimileront pas. Pourquoi? Parce que leur religion leur interdit de devenir français de culte musulman. Parce que chez eux, l'islam, ce n'est pas une religion, c'est une nationalité, une identité nationale et politique. Et donc c'est un tout. Donc on ne peut pas couper, tu ne peux pas dire je suis français de confession musulmane. Il y en a, je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais c'est de loin pas la majorité. Parce que l'islam englobe l'être dans tous les aspects, pas seulement dans l'aspect religieux. Et donc automatiquement, on fait venir des gens qu'on sait qu'eux ne pourront pas s'assimiler. Quel est le but? Détruire l'identité nationale. Donc on s'attaque sur deux plans. On s'attaque sur le plan familial et sur le plan national. Maintenant, je l'ai déjà dit, on va voir qui sont mes bons élèves. Pourquoi les dirigeants veulent absolument tuer l'identité nationale? En détruisant et la famille et en faisant une immigration sans limite. Surtout de gens qui, eux, ne s'intégreront jamais. Pourquoi ils veulent détruire l'identité nationale? Pourquoi? Pour supprimer la nation, déjà. Parce qu'en supprimant la nation, qu'est-ce qu'on gagne? C'est qu'on transforme l'humanité tout entière en mouton, en robot, en esclave. Quand un homme perd son identité, quand un homme ne sait plus qui il est, à qui il appartient, pourquoi il se bat, pour qui il vit, il devient un mouton. Et finalement, tu fais de lui ce que tu veux. Tu ne vas pas forcément lui faire du mal. Tu vas t'arranger pour que son frigidaire soit plein, qu'il ait 3 semaines de vacances par an, et il te fout la paix, tu fais ce que tu veux. Et ça marche. Voilà. Mais quand une nation a une identité nationale forte, tu ne peux pas la transformer en esclave. C'est impossible. Parce qu'elle sait pourquoi elle vit, elle sait d'où elle vient, elle sait où elle va, et elle est prête à se battre pour son identité. Viva la muerte. D'accord? Comme ont fait les Espagnols. Viva la muerte. Trouvez-moi un Français aujourd'hui qui va déchirer sa chemise et qui va dire « Tirez-moi dessus, vive la France ». Impossible. D'abord parce que vous ne trouverez plus de Français aujourd'hui. Oui, alors bon, je parle le langage du monde, mais grâce à Dieu, il y a le bon Dieu là-haut qui s'arrange pour que finalement ça va leur exploser à la figure. Ils sont déjà en train de se rendre compte que finalement, ils n'arrivent plus à gérer. Mais au début, c'était l'intention. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ils mettent le paquet sur la destruction de la famille. Revenons sur Bilam. Bilam, on a montré que c'est celui qui ne veut pas de peuple. Pourquoi il ne veut pas de peuple? Parce qu'il veut dominer le monde. Et comme on l'a vu la semaine dernière, c'est le conseiller des rois, il veut dominer le monde. Il veut faire partie des dirigeants de ce monde. Il veut le pognon et le pouvoir. Donc il détruit la famille. D'où on voit qu'il détruit la famille? Allez, question facile. D'où on voit que son idéologie, c'est de détruire la famille? On le voit à 2 reprises. Dites-moi, d'après notre tradition, qui c'est qui a glissé dans l'oreille de Pharaon qu'il fallait jeter les fils à l'eau
et s'approprier les filles. C'est Bilam. D'après notre tradition, c'est Bilam. C'est Bilam. Parce qu'il a compris que le peuple juif, sa force, c'est la famille. D'où on le sait, derrière Agav, en passant que notre force, c'est la famille. Enfin, il était une fois, parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de famille. Mais bon, en théorie, d'où il sait que notre force, c'est la famille? Parce que le nom d'Hachem, Yud, Ke, Vav, Ke, nos maîtres le traduisent comment? Yud, le père, He, la mère, Vav, le fils, He, la fille. La cellule familiale authentique est le Kéli, le réceptacle qui permet le dévoilement d'Hachem dans ce monde. Nos maîtres vont jusqu'à dire que seule une famille construite permet à Hachem de se dévoiler dans ce monde. Vous imaginez, moi je suis célibataire, j'étudie la Torah toute la journée, je prie toute la journée, je mets 3 paires de tefilines par jour et 150 000 talit sur moi. Et je mange badatz les méadrines. Mais je ne suis pas marié ou je suis divorcé ou... D'accord. Hachem, il s'intéresse à moi? Même pas, il me regarde. Je suis un bon juif. Je fais les mitzvot, j'étudie un petit peu, mais je ne suis pas un talmid chacham, mais je suis un bon juif. J'ai une femme, je suis fidèle, elle est fidèle, on a des enfants, on leur a donné une éducation juive, notre famille, elle tient. Hachem, il s'intéresse à moi? Il s'intéresse qu'à moi. Qu'à moi. Qu'à moi, il s'intéresse. Pourquoi? Parce que moi, j'ai créé le réceptacle. Le Yud, c'est moi. Le He, c'est ma femme. Le Vav, c'est mon fils. Et le He, c'est ma fille. Maintenant, s'il y a plusieurs filles, ça sera un très grand Vav. Et s'il y a plusieurs He, ça sera un très grand. Et peu importe. Mais on parle de la structure fondamentale. Yud, Ke, Vav, Ke. Voilà. Bon, maintenant, ne vous inquiétez pas, si quelqu'un n'a pas d'enfant, comme le Rabbi Lubavitch, ou si quelqu'un il n'a que des filles, malheureusement, ou que des fils, heureusement, je veux dire, non, qu'est-ce que j'ai dit? Non, c'est pas moi qui ai parlé. Merci. Mais c'est le sens, je suis marocain, moi. Et il y a quelques semaines, je rentre dans un taxi, et puis il me dit, t'es de Oujda, toi, hein? Alors je lui dis, comment vous le savez? Il me dit, moi je reconnais les gens de Oujda. Je ne vais pas dire que je m'appelais Dinovitch, mais non seulement du Maroc, plus de Oujda, un bled perdu. Non, il y a quelques mois, j'ai donné un cours à Netivot, là-bas c'est que des Marocains, en hébreu. À la fin du cours, il y a quelqu'un qui vient me voir, il me dit, vous êtes né où au Maroc? Alors je lui dis, je m'appelle Dinovitch. Alors il me dit, je sais bien que vous appelez Dinovitch, c'est pas ma question, c'est où vous êtes né au Maroc? Alors je lui dis, Dinovitch. Alors il me dit, ah ouais, c'est vraiment un nom bizarre pour un Marocain. Je vous promets, c'est 2 histoires vraies. Ça a commencé il y a 40 ans. Il y a 40 ans qu'on me dit que je suis marocain. Donc j'ai le droit de dire mieux vaut des fils que des filles, comme les Marocains. Très bien. Alors maintenant, c'est évident que si quelqu'un n'a pas d'enfant, comme le Rabbi Lubavitch ou le Chazonish, prend d'Afka les 2 lumières immenses, ou quelqu'un n'a que des fils ou que des filles, et à partir du moment où il a fait le maximum, après c'est entre les mains d'Hachem, il y a des secrets sur les Gilgul Neshamot, etc. Ou si quelqu'un n'a pas pu se marier, peu importe. Mais je parle au niveau standard. Au niveau standard, tu dois te marier, tu dois essayer d'avoir un fils et une fille au moins. Au niveau standard. Après, c'est entre les mains d'Hachem, c'est pas entre nos mains. Donc, on a le Yudke Vavke, on a le nom d'Hachem. Si on est une famille. Maintenant, vous remarquerez que pourquoi Bilham dit on tue les fils et on prend les filles. Entre autres, ça a amené quoi? Qui est le grand qui a divorcé de sa femme à cause de ça? Eh bien, Amram et Yocheved, les parents de Moshe, sauf qu'ils ont été ramenés par Myriam. Et combien de fois je vous ai déjà expliqué qu'à chaque fois qu'une mère voyait son fils jeté dans l'eau, qu'est-ce qu'elle faisait? Ben, elle sautait pour le sauver. Et quand le père voyait que la mère avait sauté, qu'est-ce que faisait le père? Il sautait aussi. Et quand les grands-enfants voyaient que le père et la mère étaient dans l'eau en train de se noyer, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils sautaient aussi. Donc chaque fils jeté dans l'eau, c'était des familles entières qui disparaissaient. C'était ça le plan diabolique de Bilham, détruire la famille pour détruire le peuple juif. Mais il a été plus loin, Bilham. Mes amis, Bilham était en avance encore de plusieurs, je dirais pas décennies aujourd'hui, je dis plusieurs années sur les défilés gays à Jérusalem. C'était qui sa meilleure copine? C'était pas une Suédoise. Non,
C'était son ânesse. Combien qu'il kiffait avec son ânesse. Quand elle a ouvert la bouche, elle a dit devant tout le monde, « Attends, tous les soirs tu es avec moi et maintenant tu me frappes avec un bâton ?» Oui. Maintenant, nos maîtres se posent quand même une question énorme. Si Bilam est à ce point débauché que tous les soirs il couche avec son ânesse, vous pensez qu'un homme comme ça peut avoir un dévoilement divin? C'est impossible. Et Hachem ne va pas se dévoiler à une crotte. C'est impossible. Bilam, ce n'était pas un besoin sexuel, c'était un besoin idéologique. Il voulait casser toute sa vie, il ne s'est battu que pour une chose, casser la cellule familiale. Aujourd'hui, on en est à homme, femme. Combien de fois je vous ai déjà dit que je pense malheureusement qu'on assistera encore à Jérusalem à un défilé homme-animal. Amen. D'abord, sachez, mes amis, aujourd'hui qu'il y a des maisons closes. Partout en Europe, il y a des maisons closes. Tu choisis ta caniche ou tu choisis ton chien-loup. Oui, absolument, je ne mens pas. Et je vous dirais que là, il y a le plus de maisons closes en Europe, c'est en Allemagne. Des mariages. Oui. Et on a déjà vu circuler sur le net des mariages entre une Suédoise et son chien. Bon, mais ça, je ne sais pas si c'est un fake ou pas. Mais des maisons closes où on peut commander un chien ou une chienne, ça existe en Europe. Et je vous garantis que la prochaine étape, comment? En Suisse, au Canada, ça vient d'être légalisé au Canada. La prochaine étape, messieurs, dames, c'est des défilés de femmes avec leurs chiens et d'hommes avec leurs chiennes. Et celui qui s'y opposera ira en prison. Les femmes aussi le font. Plus encore que les hommes. On est vraiment naïfs. Comment? Bien sûr. Ben c'est ça le Nachash, bien sûr. Et donc, Bilham, quand nos maîtres nous disent que tout ce qui se passera dans l'histoire existe déjà dans la Torah, Bilham n'allait pas avec son ânesse pour un plaisir sexuel, mais non, c'était un idéologue. Il a préparé le monde à accepter qu'un jour, un maire de France marie une femme avec son chien-loup. Mais il ne le faisait pas ostensiblement. Comment? Il ne le faisait pas ostensiblement. Tout le monde s'est marqué dans la Torah. Et il s'en cachait pas vraiment. Et le fait que la Torah, que Hachem a ouvert la bouche de l'ânesse pour le diffuser partout, au point que ça fait des millénaires que le monde entier sait, et même un non-juif qui la Torah traduite, il voit que l'ânesse dit que Asken Iskanti, qui veut dire tu couchais avec moi. Bon, lui, il ne saura pas vraiment, parce que je pense que les traducteurs ne vont pas aller si loin dans la traduction. Ils ne le sauront pas. Mais nous, on le sait, ce que veut dire le mot Asken. C'est un mot un peu poli pour dire tu couches avec moi. D'accord? Et donc, l'ânesse lui dit clairement, tu couches avec moi tous les soirs, maintenant tu es en train de me tabasser avec ton bâton. Et comme c'est diffusé, la Torah veut nous faire comprendre que lui n'avait pas de problème à diffuser cette idéologie-là. Donc on voit que Bilam est le symbole dans la Torah de celui qui s'attaque à la cellule familiale. Et par le fait que lui-même, sa copine, c'est son ânesse, et par le fait que, en Égypte, c'est lui qui va dicter à Pharaon ce décret de détruire la cellule familiale, et qui après va servir de modèle à tout le monde. D'ailleurs, ça va beaucoup plus loin. Il y a un autre remède absolument incroyable. Vous savez que nos maîtres nous révèlent que Balak, le roi de Moab, n'était en vérité pas un Moabite. Il n'était pas du peuple de Moab. Il était du peuple de Midian. Et à cette époque-là, pour des événements que les journaux vont expliquer à leur manière, il est devenu roi de Moab. Mais ce que Rachid nous révèle, c'est que Bilam, quand c'était encore un gosse, lui avait dit « Un jour, toi, tu seras roi de Moab. » Or, Rachid nous explique dans la parasha de la semaine dernière qu'il n'y avait pas deux peuples qui se détestaient autant que les Moabites et les Midianites, comme les Chiites et les Sunnites. Et Rachid nous dit « Regarde, mais pour détruire les Juifs, là, ils se mettent ensemble. » C'est incroyable, comme l'histoire n'est que le miroir de la Torah. Où on a un exemple aujourd'hui
de deux civilisations qui se détestent plus que ce qui nous détestent, mais ils se mettent ensemble pour nous détruire. Qui c'est qui paye le Hamas aujourd'hui qui est sunnite? L'Iran qui est chiite. Bon, Edom, ça fait longtemps, c'est évident. Mais les plus gros fournisseurs d'armes et d'argent au Hamas aujourd'hui, c'est les Iraniens qui sont chiites. Or, tu mets un chiite et un sunnite ensemble et chacun un couteau, tu n'as même pas le temps de dire ouf, il y en a déjà un qui a tué l'autre. Mais pour s'attaquer à Israël, les Iraniens chiites donnent des milliards aux sunnites du Hamas. Les frères musulmans, c'est les sunnites par excellence. Comment? Le Qatar est sunnite, lui. Le Qatar est sunnite. Nahon, mais ils sont sunnites. J'ai pris l'exemple de chiites. D'accord? J'ai pris l'exemple de chiim, qui donnent de l'argent aussi pour s'attaquer à Israël. Donc, on a compris maintenant pourquoi Pinchas s'attaque à Bilham. Et on comprend maintenant pourquoi la Torah nous dit que Pinchas sera Eliaou et que le grand combat d'Eliaou va être de ramener, de reconstruire la cellule familiale. Et qui doute encore qu'on est vraiment la génération, ou on fait partie des générations qui se préparent à la délivrance finale, puisqu'il y a encore, à l'époque de nos grands-pères et nos grands-mères, ce problème-là n'existait pas. Et ce problème-là est né ces 20-30 dernières années. L'explosion de toutes les forces qui cherchent à détruire la cellule familiale et à détruire les peuples aussi. C'est un phénomène complètement nouveau. Et donc c'est encore une fois bien la preuve que véritablement on est vraiment aujourd'hui dans le souffle de Eliyahu Hanavi. C'est pour ça, juste avant de passer au oui. Il y a quand même un exemple aussi très lointain, c'est dans l'Antiquité avec les Grecs, et qui mettaient justement tout ce qui était homosexualité masculine, le best de la société grecque. Et d'ailleurs, c'est un signe de décadence, puisque la Grèce antique a disparu. Alors, vous avez raison et vous avez tort. Vous avez raison en ce sens que sur le plan, si vous voulez, de la débauche, oui, mais pas sur le plan de l'officialité et des lois de la Grèce antique. C'est la première fois dans toute l'histoire de l'humanité que la loi considère que le mariage entre deux hommes est au même niveau que le mariage entre un homme et une femme. Les Grecs, effectivement, étaient derrière l'homosexualité, mais dans les lieux de débauche, dans les lieux, si vous voulez, dans les lieux où on s'amuse. Mais c'est pas, oui, mais c'est pas arrivé jusqu'à la loi qui en fait quelque chose de 100% légal. Ça, c'est un phénomène nouveau qui est né il y a quelques années. Et ça, c'est l'idéologie de Bilham qui est arrivée à prendre le dessus maintenant partout dans le monde. Alors, on va maintenant voir quelque chose, il nous reste un quart d'heure, quelque chose d'autre d'extraordinaire dans notre paracha, qui apparemment n'est pas du tout lié, mais comme je vous ai toujours expliqué, tous les événements d'une même paracha sont tous liés les uns les autres, même si vu de l'extérieur, on ne voit pas quel est le lien. On a une autre histoire, un autre sippo dans notre paracha fabuleux qui apparemment n'a rien à voir ni avec Pinchas ni avec Bilham. C'est le fait que deux tribus, Gad et Réhouven, ont voulu s'installer sur le côté est du Jourdain, sur la bande de la Jordanie, parce que la Jordanie aujourd'hui inclut les trois pays bibliques qui sont Ammon, qui était au nord, puisque la Jordanie arrive jusqu'à Tibériade, plus ou moins. Donc, il y avait Ammon qui était au nord, après tout le centre c'était Moab, et le sud jusqu'à Élat, c'était un autre pays, c'était Séhir, c'était donc le territoire de Esav. Donc Ammon, Moab et Séhir. Aujourd'hui, c'est toute la Jordanie. Deux tribus demandent à Moshe de s'installer sur la bande, pas sur tout le territoire jordanien d'aujourd'hui, qui est profond, mais sur la bande qui longe le Jourdain, donc du nord, pas au sud, mais presque au sud, c'est-à-dire sur uniquement les territoires de Ammon et Moab, jusqu'à la frontière de Séhir. Moshe, au début, ne comprend pas leur requête. Il croit que c'est à nouveau l'histoire des explorateurs qui refusent de rentrer en Israël.
il se met en colère, mais tout de suite, il leur explique, non, ça n'a rien à voir. On veut s'installer là, oui, mais en vérité, on n'abandonne pas notre peuple. On part en guerre avec les autres tribus, plus encore, comme c'était de très très grands combattants, Rachidi, on sera à la tête des armées, et on ne reviendra qu'après qu'Israël se soit installé sur la rive ouest du Jourdain. Donc pendant 14 ans, ils ne sont pas rentrés chez eux, puisqu'il y a eu 7 ans de conquête et 7 ans d'installation. Et effectivement, ils l'ont fait. Bon, ils ont évidemment laissé des hommes pour garder, évidemment, leurs femmes et leurs enfants, mais tous les grands et vrais combattants ont traversé le Jourdain, sont restés pendant 14 ans à la tête des armées d'Israël et sont revenus après. Donc ça, Moshe ne l'avait pas entendu. Au début, ils ont juste dit, on veut rester de l'autre côté. Donc il s'est mis en colère. Quand ils ont tout expliqué, il a compris qu'il n'y avait pas de problème. Alors, bien sûr, on va essayer de comprendre un petit peu le secret de la chose, tel qu'est révélé entre autres par Rachi, à plus de façon par le Zohar et d'autres textes. Pourquoi Gad et Réhouven voulaient absolument s'installer sur le côté est? Parce que comme toute la Torah est une préparation à toute l'histoire jusqu'à la délivrance finale et bien après, ils voulaient préparer ce qui se passera au moment de la délivrance finale. Ça, il ne faut pas l'enregistrer, parce que ça va nous faire beaucoup d'ennemis, mais on sait très bien qu'après la venue du Mashiach, on va s'installer aussi sur la rive est du Jourdain. Toute la Jordanie sera à nous. Maintenant, ce n'est pas un problème, parce que la Jordanie est un pays inventé, créé, qui n'a jamais existé, qui a été créé par qui? Par les Anglais. Donc, de toute façon, on ne fait que récupérer ce qui est à nous, puisque la Jordanie est un pays purement inventé, qui n'a jamais existé. Il existe depuis 70, 80, 90 ans. C'est un pays inventé. La preuve, c'est que toute la dynastie jordanienne, ce sont été des gens qui viennent d'Arabie Saoudite. C'est une dynastie d'Arabie Saoudite, jusqu'à aujourd'hui. Donc, ils n'ont rien à faire à cet endroit-là. Mais peu importe. Mais quoi qu'il en soit, d'après notre tradition, Hachem l'avait déjà révélé à Abraham, où une seule fois dans toute la Torah, Hachem promet 10 terres à Abraham. Alors qu'après des centaines d'autres fois, Hachem ne parle plus que de 7 terres. Pourquoi à Abraham, dans Parashat Lech Lecha, il lui parle de 10 terres? Il rajoute le Kini, le Kadmoni et le Knizi. Parce que c'était encore avant la naissance de Ammon, Moab et Esav. Rachid dit, c'est les peuples qui un jour vont devenir Ammon, Moab et Séhir. Mais à l'époque d'Abraham, s'appelait Kini, Knizi et Kadmoni, qui étaient du côté est du Jourdain. Et Rachid nous dit, seulement à l'époque du Mashiach, nous arriverons à conquérir aussi les 3 terres qui sont du côté est. Mais pour l'instant, tu ne recevras que les 7 terres, les 7 peuples cananéens qui sont du côté ouest. Il y a sur ça à parler pendant des millénaires. Mais on va arriver droit au but par rapport au cours d'aujourd'hui. Maintenant, comme Gad et Réhouven savaient que cette partie serait un jour à Israël au moment de la délivrance, la raison profonde est qu'ils ont voulu commencer à s'y installer pour, d'une certaine manière, préparer la venue future d'Israël sur ce territoire-là. C'était la raison profonde telle que les maîtres des secrets l'expliquent. Quand Moshe l'a compris, bien évidemment, il leur a dit « aucun problème, mettez-vous là ». Simplement que qu'est-ce qu'il a fait? Moshe a rajouté de lui-même une tribu qui n'avait rien demandé. C'est quelle tribu? La tribu de Ménaché, qu'il a coupée en deux. Une partie est restée du côté ouest, une partie du côté est. Et Ménaché n'a rien demandé. Mais pourquoi Moshe a fait ça, en fait, sous l'ordre d'Hachem? Parce que je vous ai expliqué des milliers de fois que la tribu de Ménaché était la tribu la plus sioniste de toutes les tribus d'Israël. C'était eux qui incarnaient l'amour de la terre d'Israël. Et Moshe, parce qu'ils viennent de Yosef. Et Moshe avait peur qu'en restant du côté ouest, finalement, avec le temps, comme le chante Léo Ferré, avec le temps va, tout s'en va. Il avait peur que finalement, détachés de la majorité du peuple, ces deux tribus perdent le sentiment de leur appartenance à Israël. Et donc il a mis avec eux Ménaché, parce qu'en Ménaché c'était tous les ans, Yom Ha'atzmaout, à la Hesh, le drapeau israélien, etc. Donc il n'y avait pas de risque qu'ils s'écartent de leur peuple. Très bien. C'est des vrais juifs. Celui qui ne fait pas Yom Ha'atzmaout, ce n'est pas un vrai juif. C'est sûr. Et donc, c'est pour ça qu'il leur a mis la moitié de la tribu de Ménaché avec eux. Donc, maintenant on va essayer de creuser un peu plus. Puisque ces 3 terres, on les récupérera seulement à l'époque du Mashiach, ce qui veut dire donc c'est lié à Eliyahu Hanavi, donc l'un des efforts essentiels du Mashiach, ce sera de reconstruire, bien sûr,
aussi la famille et les peuples. Un tout petit exemple. Notre tradition parle depuis des millénaires de 70 peuples. Vous savez où ils sont les 70 peuples? Ça fait longtemps qu'ils ont complètement disparu. Ils ont commencé à disparaître à partir de quelle époque, les 70 peuples? À l'époque de la... Quel est le premier qui s'est attaqué aux identités nationales? À part Macron. C'était qui? Il s'appelait Nimrod, la tour de Babel. Mais c'est le premier qui s'est attaqué à l'identité nationale pour détruire les peuples. Et depuis, les 70 peuples ont disparu. Qu'est-ce qu'il a fait, Nimrod? Il a mélangé tout le monde. Il a dit aux Marocains, aux Algériens, machin, etc. Allez, venez chez nous, il y a de la place pour tout le monde, venez. Voilà. Le premier qui a fait ça, c'était Nimrod. Quel était son intérêt, dit Rachi? Il voulait régner sur le monde entier. Je n'ai rien inventé. La Torah nous révèle depuis Nimrod que tout celui qui casse l'identité nationale, son but, c'est de mieux dominer. C'est ce qu'il voulait Nimrod. Et depuis, les 70 peuples ont disparu. Ils ont disparu, les 70 peuples. Quel est celui qui va les reconstruire? Ça va être le Mashiach, avec Eliyahu Hanavi. Bon, au niveau des concepts, je ne parle pas forcément au niveau de personnages de chair et de sang, mais au niveau des concepts, celui qui va reconstruire 70 peuples, dans l'ONU de la délivrance, il n'y aura pas comme aujourd'hui beaucoup plus que 70 peuples, il y aura 70 peuples. C'est-à-dire que le Mashiach va révéler, et les peuples vont accepter, parce qu'il va le révéler d'une manière tellement forte que les peuples vont accepter, que peut-être que les Coréens et les Vietnamiens, c'est peut-être le même peuple. Ils ne peuvent même pas l'imaginer aujourd'hui. Mais lui, il arrivera à les convaincre, ce n'est qu'un peuple. Peut-être qu'il arrivera à convaincre les Thaïlandais, les Laotiens, j'en sais rien, que c'est le même peuple. Donc, il va reconstruire 70 peuples. D'accord? Les Français, je suis sûr qu'il va les mettre avec les Belges. Je suis sûr. Je suis sûr qu'il va les mettre avec les Belges. Je suis sûr. Vous allez voir. Les Français et les Belges. Je suis sûr et certain. Vous allez voir. Ouais, bon, j'imagine que les Suédois, les Norvégiens, les Dalmatiens, les Danois, pardon, ce sera aussi plus ou moins le même peuple. Mais on sait tous de toute façon que les peuples se sont construits par des coupures par-ci, par-là, etc. On le sait très bien. Donc, il suffit de lire l'histoire, même contemporaine, pour savoir que finalement, il n'y a pas un seul vrai peuple aujourd'hui. Il n'y a pas un seul vrai peuple. Et les Bretons n'étaient pas des Français pendant des millénaires, hein, enfin pendant des siècles. Les Bretons, d'accord? Et dites-moi, qui sont les plus grands envahisseurs d'Europe? Ben, c'est les Français. Ben, ils ont forcé les Corses à devenir des Français. Les Corses n'étaient pas Français. Ils ont forcé les Martiniquins, les Guadeloupéens, les Réunionnais à devenir des Français. Et puis après, ils nous parlent à nous, nous on est des envahisseurs. Commencez déjà à vous séparer de la Corse que vous avez... Parce que tous les Corses sont d'accord de se séparer de la France. Hein. Tous les vrais Corses. J'en connais suffisamment pour savoir que c'est vrai. Les Corses ne demandent que ça, de redevenir un pays indépendant. Ils ne veulent pas être français. Bon, c'est vrai, on a eu Napoléon. C'est vrai. Mais quoi qu'il en soit, donc, rien qu'à ce niveau-là, quand le Mashiach va venir, c'est clair qu'il va couper la Corse de la France. À mon avis, il va mettre les Corses avec les Italiens. Mais pas avec les Français, ça c'est sûr. Mais quoi qu'il en soit, il va reconstruire les 70 peuples. Et quand il reconstruira les 70 peuples, donc forcément en passant par la reconstruction de la famille, à ce moment-là, on héritera, nous, des 3 terres qui sont de l'autre côté. Derrière Agav, notre tradition rapporte que qui va s'installer sur les 3 terres qui sont de l'autre côté? Les Kohanim, les Kohanim et les Lévim qui n'ont pas reçu de terre du côté ouest, et qui encore, je l'ai dit, pas, les convertis. Tous les guérim recevront une terre du côté ouest. Alors, si on avait mis les convertis, on pourrait dire, ouais, parce qu'on les a achetés de l'autre côté. Non, vous êtes à côté des Kohanim et des Lévim, mais pas seulement des Kohanim et des Lévim. Qui va construire sa maison à Beyrouth? Le Mashiach lui-même. Notre tradition rapporte que, effectivement, le Parlement sera à Jérusalem, ça c'est évident, mais dans sa vie privée, le Mashiach sera du côté ouest. Ça veut dire que les guérim seront avec les Kohanim, les Léviim et le Mashiach. Wow. Vous imaginez le niveau? Bon, on a tous envie de se convertir maintenant. Très bien. Mais quoi qu'il en soit, c'est ce qui a marqué dans notre tradition. Donc, 3 terres pour les Kohanim, les Léviim, le Mashiach et sa famille, et les guérim. Maintenant, regardons.
Ces 3 terres, elles sont aujourd'hui entre les mains, et on peut terminer le cours, c'est tellement fabuleux comment toute cette parcha est liée, entre les mains de 3 peuples qui sont le symbole de la destruction de la famille. Bah oui. Comment est né Ammon et Moab? Un père avec ses filles. D'accord? Ça ne va pas très loin sur le plan familial. Hein? Et qu'est-ce que je vous ai déjà dit sur Esav? Esav a été l'un des premiers idéologues de la destruction familiale. D'accord? Vous savez pourquoi on l'appelle le rouge? C'est pas propre ce que je vais dire. C'est pas de moi. Pourquoi on l'appelle le rouge? Parce que lui, c'était un coureur de jupons. Mais quand il était en face d'une belle fille, il lui disait, est-ce que tu as tes règles ou pas? Il disait, non, c'est bon. Il disait, mais je veux pas de toi. Il ne prenait que des filles qui saignaient. Et c'est pour ça qu'on l'a appelé le rouge. Pourquoi? Quelle était son idéologie? Parce qu'il ne voulait pas d'enfant. Il voulait la fille pour kiffer. Eh bien, c'est le précurseur du monde moderne. C'est pas pour rien que le monde occidental, d'après notre tradition, est lié à Esav. C'est-à-dire que lui, c'était une idéologie. Il était prêt à se retenir devant une belle blonde qui était permise si elle ne saignait pas. Il voulait précisément une fille qui a ses règles. Et à ce moment-là, il sautait dessus. C'est pour ça qu'on l'a appelé Édom, le rouge. Mais qu'est-ce qui se cachait derrière ça? C'est qu'il est le précurseur de l'idéologie de la destruction de la famille. Voilà. Ce qui veut dire que ces 3 terres, regardez comme c'est beau, sont entre les mains de 3 civilisations qui incarnent le refus de la cellule familiale. Et d'ailleurs, nos maîtres nous diront que pendant toute l'histoire tanachique, les juges, les prophètes, les rois, etc., le peuple le plus débauché qu'il y avait était le peuple de Moab. C'était des super débauchés. Pourquoi? Parce que dans leur essence, ils sont nés d'un père qui va avec ses filles. Et comme dit notre tradition, le père était conscient et bien content. Les filles, elles avaient une bonne intention, parce qu'elles pensaient que le monde allait être détruit. Mais le père, lui, c'était que pour s'amuser. C'est Rachi explicite dans Parchat Noir. Le père, c'était que pour s'amuser. C'est pour ça qu'il a bu, etc. Donc, il y a dans l'essence de Moab la débauche sexuelle. Chez Esav, on a expliqué d'une autre manière, avec le problème d'être avec elle et être sûr qu'il n'y aura pas un enfant qui va naître. Et donc, ces 3 peuples sont entre les mains de civilisations qui incarnent le refus de la nation, le refus de la famille. Mishpechot Adama. Vous comprenez maintenant pourquoi ces 3 terres, on ne peut pas les avoir avant la délivrance finale? Parce que comme tout, l'ange de la délivrance finale, c'est d'avoir le courage de se battre contre l'idéologie dominante aujourd'hui, qui dit que la notion de couple, c'est bientôt un homme avec sa caniche. On n'y est pas encore, mais on va le vivre encore. Ne vous foutez pas de moi, on va le vivre encore. Parce qu'il y a 50 ans, si on avait fait un cours sur un maire qui marie 2 hommes, tout le monde aurait dit, ce rave, il est taré. Alors ne me traitez pas de taré, je vous dis que si ce n'est pas nous, nos enfants le verront. C'est sûr et certain. Donc comme on vit aujourd'hui dans la civilisation qui va essayer de pousser au maximum la destruction de la famille, tout le combat d'Eliaou et du Mashiach va être de reconstruire la famille et de reconstruire les 70 peuples. Et quand le Mashiach arrivera, son cadeau, c'est qu'on lui donnera la partie Est, là où vivaient, dans les temps bibliques, les peuples dont le symbole et l'idéologie étaient de détruire la famille. En conclusion, on comprend tous et toutes, et ce message, comme ce cours va être écouté par des milliers de personnes, ce message s'adresse au monde entier, comme je le dis toujours, et je ne cesse de le répéter. Aujourd'hui, puisque nous sommes cette génération-là, mes amis, notre seul et unique combat aujourd'hui, c'est quoi? La réussite dans le couple et la réussite familiale. C'est notre seul combat. Tout le reste, c'est de la foutaise. C'est notre seul combat. Chaque personne qui arrive à avoir le shlom bayit et qui arrive à avoir une relation plus ou moins normale avec ses enfants, certains ont des épreuves, certains n'ont pas, mais qui fait tout pour que la cellule familiale reste plus ou moins homogène, tout celui qui fait ça, il est un des soldats du Mashiach. Le Mashiach n'ira pas chercher ceux qui connaissent tout le chasse, ou ceux qui prient toute la journée, ou ceux qui mettent 150 paires de tefilines et qui mangent les méadrim et la méadrine.
s'il ne s'occupe que de ça, je dis. Le Mashiach ira chercher, chez les pratiquants comme chez les pas pratiquants, ceux qui ont respecté leurs femmes, leurs maris, ceux qui ont compris que le seul vrai combat dans notre génération, c'est sauver ce qui reste de la famille. Parce que les coups sont tellement durs à cet endroit-là, que si on ne fait pas le maximum pour sauver ce qui reste, alors on devient complice de cette idéologie bilanienne qui veut tout détruire, et on n'a aucune chance de voir le Mashiach venir. Amen, vechen yiratzon.